On va reprendre pour aborder notre deuxième table ronde de la journée. Merci à tous. Donc, on va parler de la mère de tous les sujets, la formation, qui est, s'agissant d'un diplôme de haut niveau comme le doctorat, aussi de sélection. Formation et sélection des docteurs. Donc, c'est le thème que vont traiter nos intervenants sous la présidence de Madame Sylvie Pommier, vice-présidente adjointe chargée du doctorat à l'Université Paris-Saclay. Bienvenue et merci. Merci à Bertrand Granado, Christian Lermignot et Philippe Vallée. Et je vais vous laisser vous présenter en vous donnant tout de suite la parole. Merci beaucoup. Donc, on a finalement on a eu une commande un peu précise, parler de formation et sélection. Donc, on va commencer par la formation d'une certaine manière, pour voir finalement ce qu'on peut faire, et puis dans un deuxième temps, comment ça peut s'appliquer pour la sélection. Qu'est-ce que ça peut impliquer pour la sélection? Je voudrais juste qu'on commence plutôt, avant de faire tout ça, par se présenter. On va se présenter, mais on va aussi parler un petit peu de nos expériences respectives qui vont donner un peu, situer nos propos et qui vont situer aussi le regard qu'on peut porter sur ces questions. Alors, je vais commencer par moi-même. Donc, Sylvie Pommier, je suis VP adjointe chargée du doctorat à l'Université Paris-Saclay. Je suis aussi présidente du réseau national des collèges doctoraux. Alors, du coup, je vais donner des petits éléments sur ces deux casquettes. Au niveau de l'Université Paris-Saclay, c'est un regroupement qui associe universités, grandes écoles et organismes de recherche. C'est une politique nationale qu'il y a dans toute la France, donc on a aussi à l'Université Paris-Saclay. Et c'est quelque chose qui nous aide effectivement beaucoup dans le champ du doctorat, puisque ça permet justement de dépasser cette dualité ou ces antagonismes entre grandes écoles et universités d'un côté. Puis on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça existe aussi parfois entre le monde de l'enseignement supérieur, universités et grandes écoles, et les organismes nationaux de recherche. Donc là, en regroupant ces différentes catégories d'acteurs, on s'assure de travailler dans le même sens, parler d'une même voix, et on essaye de généraliser à tous le meilleur de chacun. En pratique, comment on s'y prend? On a mis en place une maison du doctorat au niveau d'un collège doctoral pour mutualiser des actions, pour définir des règles communes qui garantissent la qualité du doctorat. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on en parlera après. Et puis, on a par ailleurs un deuxième axe qui est de structurer l'université entre premier cycle, qui est visible à l'étranger, qui est un peu l'équivalent des bachelors ou des collèges, et puis ensuite graduate school, qui intègre des masters, des écoles doctorales et des laboratoires. Ça permet au niveau des graduate schools de travailler en fait sur l'articulation master-doctorat, créer des filières de recrutement, et puis de gérer les alumni. Voilà. Donc on a, par ces techniques de regroupement, on a à la fois de la synergie et puis on mutualise, on se donne une taille critique pour être visible et les interactions entre les niveaux qui permettent d'avancer. Alors, côté casquette réseau national des collèges doctoraux, donc le réseau en fait regroupe différents établissements qui font la même chose avec des collèges doctoraux et donc mes homologues on fait un certain nombre d'actions au niveau national pour promouvoir le doctorat, pour mutualiser des actions. Par exemple, on fait des formations pour les directeurs d'écoles doctorales. Et puis on a mené, il y a d'autres actions aussi, mais on a mené aussi une enquête dont le rapport devrait sortir dans quelques jours, et pour laquelle on a eu plus de 13 000 réponses de doctorants et 8 000 réponses d'encadrants, donc vraiment assez massive. Et je dirais que ça nous donne des indications très fortes sur la représentation que se font aujourd'hui les doctorants et les encadrants, les acteurs du doctorat, les premiers concernés sur toutes ces questions. Donc j'amènerai un petit peu la table ronde avec quelques statistiques de temps en temps. Je vais juste donner quand même quelques points principaux. Ce qu'a montré cette enquête, premièrement, on a le premier résultat, c'est la place centrale du doctorat pour la recherche française. Le doctorat est central et on va dire au moins la moitié de la production scientifique est associée à des travaux de doctorants, d'après les encadrants. Deuxièmement, très fort niveau de satisfaction des doctorants vis-à-vis de leurs encadrants, vis-à-vis de leur expérience du doctorat. Alors bien sûr, il y en a qui ne sont pas bien, il y a des difficultés, mais on a pu aussi faire une étude des principales pistes pour résoudre ces difficultés. Mais il y a un niveau de satisfaction très fort. Troisième point, je pense peut-être pas aussi important, mais qui éclaire aussi peut-être des idées reçues sur le doctorat, qui bat en brèche certaines idées reçues.
2/3 des doctorants sont actuellement dirigés par une équipe d'encadrement. Eux-mêmes collaborent avec des gens qui sont à l'étranger, de secteurs différents, de l'intersectoriel, c'est plus que 15%, des intergénérationnels, interdisciplinaires, 40%. Enfin bon, voilà, les équipes d'encadrement sont composées, et donc c'est très, très, très collaboratif l'activité doctorat. Et puis peut-être pour terminer, puisque c'est bien le sujet qu'on a là, sur la question de la reconnaissance, quand on demande aux doctorants comment ils voient leur avenir professionnel, ils sont très nombreux à être inquiets, mais c'est très différent selon qu'ils sont français ou selon qu'ils sont étrangers, même quand les étrangers souhaitent s'intégrer en France, parce qu'ils arrivent avec une représentation du doctorat qui est très différente, qui correspond à la culture du pays d'origine. Donc on a un problème, je dirais, qui est franco-français de ce point de vue-là. Alors, peut-être, je vais passer la parole. Alors, Christian Larmillot. Merci Sylvie. Je me présente très rapidement. Donc aujourd'hui, je dirige Chimie Paris Tech PSL, qui est un des établissements composantes de l'université PSL, qui existe maintenant en tant qu'établissement public depuis un certain nombre d'années et passé du stade expérimental au stade de pleine maturité, je dirais entre guillemets depuis quelques mois. D'ailleurs, c'est pour vous montrer que finalement la dualité qu'on met quelquefois en avant entre université et grandes écoles, je crois que c'est vraiment en train de disparaître un petit peu du paysage. Je pense qu'on essaye aujourd'hui de rentrer un petit peu dans un modèle qui soit compréhensible, y compris à l'international, parce que c'était un des sujets qu'on avait. Accessoirement, pour revenir sur l'université PSL, clairement, on a 3 écoles d'ingénieurs dans l'université PSL, 3 établissements composantes, Chimie Paris Tech, les mines et le SPCI. Et à côté de ça, donc on délivre des diplômes d'ingénieurs, mais on délivre aussi des masters et on délivre aussi des doctorats. Et les établissements sont responsables de délivrer les 3 types de diplômes. Donc je pense que là, on a à peu près une vision globale des choses et on y reviendra parce qu'effectivement, il y a des questions qui peuvent se poser sur quel niveau de prescription on peut avoir vis-à-vis de nos étudiants quant à leur poursuite ou pas en thèse, et pour faire quoi et avec quelles données. Et ça, je pense que c'est un sujet sur lequel on reviendra. Pour bien différencier, dès lors que vous avez 3 diplômes différents, il faut aussi qu'à un moment ou à un autre, vous sachiez différencier ces diplômes, aussi bien pour les étudiants, que leur montriez que finalement ces diplômes ont chacun leur signature, chacun leur valeur, et qu'ils amènent finalement peut-être des compétences qui peuvent être différentes et complémentaires les uns des autres. Et ça, c'est une chose sur laquelle il faut probablement qu'on soit encore plus clair qu'on ne l'a été jusqu'à maintenant, parce que ça, c'est un point important. Accessoirement, dans ma carrière antérieure, j'ai aussi travaillé pour une entreprise américaine dans un secteur en R&D, et j'ai passé une grande partie de cette période-là, de plusieurs années, à embaucher des docteurs. Et à embaucher spécifiquement d'ailleurs des docteurs. C'est-à-dire que dans une entreprise américaine en R&D, dans une entreprise qui consacre 12% de son chiffre d'affaires à la R&D, il était hors de question d'embaucher quelqu'un à niveau master, y compris ingénieur. Donc quand j'avais quelqu'un qui sortait de l'X, je ne pouvais pas l'embaucher s'il n'avait pas à côté une thèse. Voilà, bon, on m'arrête là. Alors, Philippe Vallée. Philippe Vallée, je suis professeur à l'université de Toulouse et j'ai été pendant une dizaine d'années directeur d'une école doctorale. Ah, pardon. Donc je reprends. Je suis professeur à l'université de Toulouse. Je dirige un laboratoire de recherche, INSERM et CNRS. C'est pas marqué, pour ça je précise. Et j'ai été directeur d'une école doctorale pendant une dizaine d'années. Et maintenant, j'ai mis en place ce qu'on appelle une EUR, École universitaire de recherche, qui est un peu sur le même modèle des graduate school dont on vient de parler. Voilà, donc on reviendra sur les modalités de l'EUR, puisque c'est quelques caractéristiques intéressantes, il me semble. Juste 2 petits points sur ce qui a été dit. Ah, pardon, je ne suis pas habitué au micro. Juste 2 petites choses qui ont été un petit peu mis à l'écart ce matin. La première chose, c'est que pendant 10 ans, j'ai dirigé
une école doctorale et j'ai quand même pu voir que nos docteurs sont très appréciés à l'étranger. C'est-à-dire que nos jeunes qui sortent avec un doctorat n'ont quasiment aucun problème pour continuer aux États-Unis, au Canada, en Asie, etc. Donc on a une reconnaissance de notre doctorat. Il ne faut pas non plus être dans un défaitisme total. Hein. On a une reconnaissance de notre doctorat à l'étranger qui est vraiment très très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que le doctorat, c'est une spécialisation, on l'a bien vu, hein, même si elle peut être quelquefois pluridisciplinaire, mais c'est aussi un vrai savoir travailler. Moi, j'ai beaucoup aimé les mots de Madame Angelier qui disait que l'ingénieur sait et le docteur doute. Ça, j'ai vraiment très bien aimé cette formule. Et le docteur, il est capable de douter à peu près partout. J'ai un exemple d'un de mes doctorants. Moi, je suis en biologie, donc un biologiste qui a été embauché chez Airbus. C'était pas forcément intuitif comme ça. Alors vous allez me dire à Toulouse, Airbus, c'est facile, certes, mais enfin quand même. Voilà. Quand on est docteur, on a une capacité d'appréhender un certain nombre de problèmes ou de problématiques, comme on dit maintenant, qui est vraiment très très large. Et donc ça, on l'oublie aussi quelquefois. Oui, merci. Et oui, peut-être que j'ai induit un peu en erreur. Je parlais des enquêtes auprès des doctorants sur leur ressenti, sur le devenir professionnel, mais on a aussi des enquêtes emploi. Et c'est vrai que leur devenir professionnel se passe bien, en fait, hein. Alors, Bertrand. Alors, bonjour à tous. Oui. Donc, je suis Bertrand Granado, directeur du collège doctoral de Sorbonne Université. Alors, Sorbonne Université, c'est la fusion. Hein. Il y a des modifications depuis quelques années maintenant dans le paysage de l'enseignement supérieur à la recherche. La fusion de deux anciennes universités, dont j'ai entendu le nom tout à l'heure. Donc, une université qui s'appelait Pierre et Marie Curie, qui n'existe plus depuis 2018. C'est Sorbonne Université maintenant. Et l'université Paris-Sorbonne. Et ce qui fait un petit peu sa couleur à l'université, puisque, contrairement à d'autres universités, on a un gros vivier de docteurs en sciences humaines et sociales, à peu près 1500 sur les 4000 doctorantes et doctorantes de Sorbonne Université et 2500 sur des thématiques plus en sciences et en médecine. Donc ça, c'est aussi un challenge parce que ça fait de la diversité. Effectivement, ce matin, je voyais sur la table ronde les gens qui discutaient ou même les intervenants avant, c'était quand même très sciences techniques, hein. Donc ça, on voit à peu près où vont les docteurs. On se pose souvent beaucoup de questions sur, en sciences humaines, qu'est-ce qu'on peut faire après. Il se trouve qu'on fait plein de choses, puisque, et je rejoins Sylvie sur ce qu'elle disait, hein, les enquêtes montrent qu'à 1 an, 91% des docteurs sont en emploi, et puis à 10 ans, c'est 96%. Donc il n'y a pas de problème d'emploi. Il y a des problèmes de baisse, effectivement, et ça a été dit ce matin, de doctorants dans nos filières, hein, ça c'est quelque chose, mais les docteurs et les docteurs s'emploient très bien, et notamment en sciences humaines et sociales. Alors pas forcément sur leur thématique de recherche, hein, mais avec leurs compétences, hein, celles qui sont inscrites au bloc du RNCP. Et notamment, on travaille beaucoup avec des entreprises, je pense à Air Liquide notamment, ou dans les ressources humaines, en fait, ils sont très recherchés, nos doctorants, ou dans des instituts de conseil, hein, puisque à 10 ans, 15% des doctorants et doctorantes font du conseil divers et variés et à travers le monde entier. Sorbonne Université, c'est aussi 40% de doctorants étrangers. C'est aussi une force, hein. Je rejoins, ça a été dit ce matin, je ne sais plus par quel intervenant, mais c'est important de pouvoir les garder parce que c'est ce qui fait une richesse du dispositif, ce mélange de cultures derrière. Et effectivement, c'est aussi... alors sur l'étranger, il y a des mouvements, hein. Nos docteurs s'en vont à l'étranger au début, et puis finissent par revenir. Alors c'est peut-être des discussions, hein, on en a discuté un petit peu tout à l'heure à l'aparté, à voir avec les entreprises, est-ce que ça permet après d'être mieux employé par les entreprises, parce que c'est une reconnaissance et cette nécessité de partir ou pas. Donc c'est des questions qu'on s'est posées aussi. Voilà. Donc voilà, rapidement la présentation. Moi je suis un pur produit universitaire, hein, quand même. Voilà, il y a aussi... des gens qui arrivent, et une spécificité aussi de Sorbonne Université, c'est que la recherche, on la considère dès le L1. Et on n'attend pas d'arriver au master pour pouvoir parler de recherche à nos étudiants. C'est dès la licence, hein, on est une université que l'on considère et qu'on essaye de former nos étudiants à la recherche. Merci. Alors, peut-être une première question pour Christian Larmillot. S'il faut poser un diagnostic sur ce qui manque aujourd'hui à la formation doctorale pour que le doctorat soit attractif auprès des étudiants, des élèves des grandes écoles, et puis qu'il soit aussi reconnu par les secteurs socio-économiques, où seraient les priorités ? Oui, juste un petit point sur le paysage. Le doctorat aujourd'hui, c'est dans le domaine scientifique, hein, technologique, c'est 6500 à peu près docteurs par an. Les ingénieurs, c'est à peu près... 15 000. Ah, pardon.
Non, dans le domaine scientifique, hein, c'est à peu près 6 500 à 6 800, je crois. Dans le domaine, les ingénieurs, c'est à peu près 45 000. Et les masters scientifiques et technologiques, c'est à peu près 25 000. À peu près. Je crois que c'est les ordres de grandeur. Donc, non, c'est important parce que derrière ça, il y a la question du vivier. Et la question de savoir, finalement, si on veut. Alors, comment on fait on a d'un côté 70 000 étudiants qui sont diplômés au niveau grade plus 5, et à la fin, on se retrouve avec. Si j'enlève les étrangers, hein, donc sur les 6 500, j'en enlève 2005, il me reste 4 000 étudiants, grosso modo, qui rentrent en thèse. Donc on a un taux de transformation qui est pas qu'on souhaiterait, hein, je pense qu'on a tous un peu cette idée-là, c'est qu'on a un taux de transformation qu'on souhaiterait augmenter. Et la question, c'est que l'attractivité, c'est ça. C'est à un moment ou à un autre, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Et donc, quel est-il? Et il est très disparate, ce taux de transformation. Suivant les secteurs, on se retrouve, il y a des domaines, le numérique, la mécanique, je veux dire, on sait très bien qu'on a des taux de transformation qui vont être de 3%, 4%. Puis on a des domaines où on atteint les 35. En chimie, en bio, on va être dans les 30-35%. Donc on voit bien que déjà, en regardant un peu ce qui se passe dans les secteurs, on a des comportements différents. Et je pense que ça vaut le coup d'avoir cette réflexion sur pourquoi ça marche dans certains endroits et ça marche moins dans d'autres endroits. Alors, ça peut être la pression de l'emploi. Et alors, je vais vous dire, si c'est la pression de l'emploi et le fait que les entreprises ont besoin dès demain matin de diplômés, d'employés, quoi. Ils ont besoin d'employer des gens, ça ne va pas s'arranger. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que dans le domaine scientifique et technologique, on est en manque. Les 45 plus 25, ce n'est pas suffisant de toute façon. Donc cette pression, elle ne fera qu'augmenter. Donc si une des raisons, c'est ça, la probabilité qu'on augmente le nombre de docteurs en France est égale à 0. Non, mais je suis un peu réaliste, là. Si c'est une des raisons, ça va être un vrai problème. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions, Si on regarde un petit peu, aujourd'hui, les étudiants, et on leur dit, faites un doctorat. Est-ce que vous voulez faire un doctorat? La plupart des étudiants qui veulent faire un doctorat aujourd'hui, ils veulent le faire parce qu'ils veulent creuser un domaine scientifique. La plupart des entreprises qui embauchent des docteurs aujourd'hui, on l'a entendu ce matin, avant tout, la première raison pour laquelle on embauche des étudiants qui ont fait une thèse, c'est parce qu'ils sont experts dans un domaine. Je crois qu'il faut qu'on élargisse ce vivier-là. Si on en reste là, on a peu de chances aussi de faire bouger les choses. Donc il faut qu'on arrive à mettre en avant l'idée qu'un docteur, c'est bien plus que son domaine d'expertise. Un docteur, il a fait, au-delà de son master ou de son diplôme d'ingénieur, il a fait quelque chose de plus. Il a effectivement appris à maîtriser un projet sur 3 ans, à maîtriser le temps long, et comme on l'a dit plusieurs fois ce matin, il a appris à maîtriser des échecs. Ce qui n'est probablement pas ce qu'on apprend ni en master ni en formation d'ingénieur, on n'a pas le temps. Et donc, je crois qu'il faut qu'on finisse par avoir... Alors, c'est un des exemples. Un docteur, il apprend aussi, à un moment ou à un autre, à être l'expert reconnu dans un domaine. Et d'avoir ces capacités, ça a été dit, de pédagogie vis-à-vis de gens qui ne sont pas experts. Je peux vous dire, ce n'est pas si évident que ça pour un étudiant qui commence à travailler après son diplôme. Moi, je me rappelle, quand j'embauchais des docteurs, etc., au début, il y en a certains qui venaient me voir et me dire mais voilà, je raisonne comme ça, est-ce que tu penses que j'ai raison? J'étais là en train de lui dire, mais je t'ai embauché parce que tu es un expert. Donc si tu veux que je contrôle tout ce que tu fais, et que je valide tout ce que tu fais, on est mal parti. Donc il faut aussi, ça fait partie des compétences qu'on acquiert quand on est docteur, c'est qu'à la fin, on a finalement cette compétence on est sûr de soi et on est sûr de ce que... Enfin, on est sûr avec tous les doutes qu'il peut y avoir derrière, mais au moins, on sait qu'on est l'expert. Et je crois que toutes ces compétences-là sont des compétences qui sont additionnelles au diplôme d'ingénieur ou au diplôme de master et qu'il faut absolument les mettre en avant. Et je crois qu'on ne le fait pas assez aujourd'hui. Donc cette approche compétence, pour moi, elle est clé. Et se pose la question derrière, c'est une approche compétence, vous la validez comment? Et ça, on y reviendra. Vous la validez comment? Et est-ce qu'il faut derrière... Les ingénieurs ont eu ça. Ils ont ça. Ils ont cette commission du titre d'ingénieur qui passe son temps à lister une liste des compétences à acquérir pendant le cursus et qui, tous les 2 ans, vient en rajouter un peu et rajoute un peu et contrôle les formations. À un moment, on peut se demander est-ce qu'il faudrait en arriver là aussi pour les formations de doctorat? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais dire déjà dans un premier temps. Oui, je vais répondre tout de suite parce qu'effectivement, il y a un arrêté qui définit les compétences des docteurs qui ne date que de 2019. Et puis aussi qui fait reconnaître le diplôme de doctorat au niveau 8 des certifications européennes. Voilà. Donc on a cette approche en compétences qu'on doit mettre en place.
quand on les interroge dans l'enquête et qu'on leur demande finalement s'ils le connaissent, la fameuse fiche RNCP, enfin donc la description des compétences, si ils sont encouragés à remplir leur portfolio de compétences en disant quelles sont mes expériences qui attestent de l'acquisition de ces compétences, s'ils y voient une utilité, on va dire très clairement, une petite minorité va répondre oui, mais la grande majorité ne sait pas ce que c'est, n'est pas encouragée à le faire et n'y voit pas d'utilité. Alors quand ils ont été sensibilisés, c'est-à-dire quand on les a encouragés à prendre connaissance de ça, on s'aperçoit qu'ils y voient beaucoup plus d'utilité. Donc on voit bien l'intérêt. Mais nous, ça nous pose une question finalement, s'il y a eu des expériences, par exemple dans les écoles d'ingénieurs sur cet aspect-là, comment on fait, comment ça se passe et comment fait-on? Je ne vais pas forcément vous donner la réponse exacte, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les écoles d'ingénieurs? C'est qu'on avait effectivement cette autorité d'accréditation qui imposait et qui a forcé les gens. À un moment ou à un autre, je peux vous dire, ce n'est pas naturel. Et les enseignants-chercheurs, quand vous leur parlez approche compétences, ouais, mais enfin bon, il faut quand même qu'ils connaissent un petit peu la chimie orga quand même. Et puis il faut un peu qu'ils connaissent un peu la mécanique quantique. Donc, ok, les compétences, mais ça c'est bullshit. Bon, je résume un peu, mais il y a un peu de ça, quoi. Et donc, ça a été un peu au forceps. Et je dirais, c'est pas si naturel. Donc j'imagine que si on veut faire la même chose au niveau du doctorat, et on n'est pas en train de dire qu'on veut une commission de titre de docteur, une CTD à l'équivalent de la CTI, parce que là, ça va encore être autre chose. Mais on voit déjà qu'avec une CTI, ça a été compliqué. Donc il faut probablement le temps et puis peut-être un petit peu de coercition, peut-être, oui, effectivement. Bon. Bertrand, peut-être une question, c'est aussi, est-ce que mieux former les doctorants pour qu'ils aient une meilleure reconnaissance de leurs compétences, ça passe pas aussi par la formation des directeurs de thèse? On en revient à comment on fait pour qu'on s'approprie les choses, parce que coercitif, c'est pas toujours très efficace. Mais ouais, c'est ça. Non, mais comment on peut les sensibiliser et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la formation doctorale pour donner des règles, des assurances un petit peu que tout se passe bien et que tout va bien se passer? Ça rebondit assez bien là-dessus parce qu'effectivement, il y a une culture qui est très, très ancienne de l'encadrant avant le doctorant, de dire ce qu'il faut, c'est important, c'est la science. Voilà, c'est le science, et d'oublier des fois que le doctorant, il est aussi en formation. Ça a été dit ce matin par un des intervenants, que quand dans une entreprise on met un doctorant, on ne le met pas parce qu'il sait, il est en train d'apprendre, et dans nos laboratoires et ailleurs, il est aussi en train d'apprendre. Et effectivement, ce qui nous manque, alors on a et je parle sous couvert parce que je vois le département formation et carrière là-bas de Sorbonne Université, alors il ne faut pas que je dise de bêtises, on a mis en place effectivement, comme dans d'autres universités, des formations encadrantes, pour apprendre à encadrer, en s'apercevant qu'en fait, ils s'apercevaient eux-mêmes qu'ils ne savaient pas encadrer ce que c'était qu'un doctorant en 3e cycle, comment on le laissait, comment on arrivait à lui donner l'autonomie. Ça, pour rebondir sur ce que tu disais, dans l'enquête qu'on a fait à 10 ans, on s'aperçoit qu'une qualité qu'eux-mêmes analysent, pas tout de suite, pas après le doctorat, mais au bout de 10 ans, c'est cette capacité à être autonome. Et qui disent, ça c'est ce que j'ai appris, au bout de 10 ans, ils le disent. Donc comment on peut former nos encadrants pour qu'ils réalisent qu'il faut qu'ils donnent ça à un doctorant, que toutes les compétences dont tu parles juste avant, ils puissent les acquérir et les mener, et pas simplement se concentrer sur le projet de recherche qui va bien évidemment être celui qui va être évalué lors de la soutenance, qui est quand même le stress que tout doctorant et doctorante a durant, et comment on peut aussi les sensibiliser à tout ce qui est savoir-être, savoir-faire, qui ne sont pas le sujet précis des choses. Surtout que si on regarde un petit peu les chiffres, on va avoir 25% de nos doctorants qui sont vraiment dans des laboratoires. C'est-à-dire quand on regarde l'évolution, je le disais tout à l'heure, il y a 72% à la fin qui continuent en université au bout d'un an. Et puis au bout de 10 ans, on en a 48% qui sont encore dans le secteur public. Et dans ces 48%, c'est 25% qui sont vraiment des enseignants-chercheurs ou des chercheurs, donc qui sont nécessaires. Il faut aussi les faire, ceux-là, parce que sinon, on ne pourra plus former de doctorants. Donc ça serait quand même dommage. Mais c'est 75% de gens qui vont faire autre chose, qui vont faire d'autres métiers que ceux pour quoi ils ont été formés quelque part au départ. Donc il faut qu'on arrive à leur apprendre à faire cette formation. Alors, il y a des leviers. Je sais qu'il y a des discussions sur l'habilitation à diriger la recherche, parce que tout le monde sait que pour encadrer un doctorant, il faut être titulaire de cette habilitation-là. Aujourd'hui, cette habilitation, c'est un diplôme qui date de 88, qui n'a pas été revu beaucoup depuis 88. C'est peut-être le moment aussi de se pencher à fond dessus et de se dire pourquoi ne pas donner des formations à l'encadrement, puisque le titre de l'habilitation, c'est habilitation à diriger les recherches.
Et aujourd'hui, c'est simplement un gros rapport d'activité. On l'a tous fait ici. Alors, dépendant des disciplines, c'est plus ou moins gros le rapport, mais en gros, ça revient à un rapport d'activité. Une fois qu'on a ce rapport, on habilite. Et donc, il y a des leviers sur lesquels il faut qu'on agisse pour effectivement mieux former les encadrants. Et puis après, il faut aussi qu'on puisse leur mettre à disposition des formations durant le doctorat, qui puissent venir nous voir et dire là, comment on fait, je ne sais plus comment avancer, pour qu'à la fin, on ait des doctorants qui soient aussi eux-mêmes convaincus des compétences qu'ils ont acquises. On a beau mettre, on fait, sur l'université, on a ce qu'on appelle le plan individuel de formation, donc ils le remplissent tous, on le travaille, mais des fois, on a l'impression que c'est des formations annexes. Voilà. Et puis, tant que les encadrants ne sont pas bien sensibilisés au fait que ce n'est pas de l'annexe, mais c'est du concret, et puis ça fait partie de la formation, le doctorant aussi, donc il le fait comme ça, sans vraiment choisir. Donc on a un travail, et le département formation et carrière chez nous le fait, d'accompagnement aussi, à la fois des encadrants pour aider le doctorant à choisir ses bonnes formations, et puis des doctorantes et doctorants pour qu'ils choisissent leur bonne formation. Alors, merci beaucoup. Peut-être une question pour Philippe Vallet. À travers l'EUR que tu diriges, tu as mis en place un cadre de formation assez original avec des trinômes de doctorants et des binômes d'encadrants et qui a pour but d'accélérer les débouchés de la recherche vers les applications. Donc, est-ce que tu peux décrire cette expérience ? Avec plaisir. Donc, cette expérience, elle est due à mon expérience professionnelle, presque 40 ans de recherche. En recherche biomédicale, alors nous, on fait le grand écart entre le très fondamental et puis le très appliqué dans l'industrie pharmaceutique. Donc, on est un petit peu habitué à ça. Et quand on développe un projet, dès le départ, entre le moment où on développe le projet et le moment où on a le petit espoir que ça va devenir peut-être un médicament utile, il se passe 25 ans, quoi, à peu près. Et 25 ans avec beaucoup d'attentes et beaucoup de temps mort entre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la nécessité du réseau. On a parlé de l'international, ça c'est absolument indispensable. Et donc dans l'EUR, ce sont les deux constats que j'ai faits et que j'ai essayé de mettre en place. C'est-à-dire que, au sein de l'EUR, c'est des groupes d'étudiants avec au moins la moitié d'étudiants étrangers. Et bon, ça fait que 3 ans qu'on a démarré, donc on n'a pas un gros recul pour le moment, mais on a vraiment 50% d'étrangers d'un petit peu partout, des États-Unis, d'Afrique du Sud, etc. Bon. Donc ça c'est assez attractif. Et le schéma de formation, c'est un schéma dans lequel on associe, c'est un schéma transdisciplinaire dans lequel on associe et des ingénieurs avec des écoles d'ingé. Donc ça démarre au niveau du master, le UR1, c'est pas que le doctorat, c'est master plus doctorat. Donc on associe l'ingénieur pour toute la partie technique, la création de devices ou de petits, des physiciens qui sont là, qui aident les biologistes. Puis on associe aussi des informaticiens qui vont être capables de traiter la masse de données qu'on génère maintenant nous en biologie. C'est assez nouveau, mais depuis quelques années on arrive à générer des grandes masses de données qu'on n'est plus capable de traiter nous-mêmes, donc on a besoin d'informaticiens. On a le clinicien qui va commencer à préparer les cohortes sur lesquelles il va pouvoir tester les molécules, les demandes d'autorisation qui sont très très longues à obtenir, et c'est normal. L'industriel aussi, qui est intéressé par le projet, qui mise sur le projet assez tôt, et on met tout ce petit monde-là autour de la table, et on leur dit voilà, comment on fait pour que ce projet-là, au lieu de mettre 25 ans, il la mette 15, 18, 12, enfin voilà. Et donc, on fait des binômes ou des trinômes de doctorants avec l'ingénieur, l'informaticien, le physicien, le biologiste, le clinicien qui est là et qui anticipe. Le mot-clé, c'est l'anticipation. Et être prêt au moment où le chercheur qui est dans le petit rat de laboratoire qui a sorti sa cible pharmacologique puisse très vite, immédiatement, quasiment la mettre en développement. Et ça, l'idée, c'est de gagner du temps. Voilà. C'est de vraiment gagner du temps et d'être les premiers, parce que la concurrence, évidemment, vous le savez, elle est très, très difficile. Et donc, si on met tout ce petit monde autour de la table, ça marche bien. Et moi, j'appelle mes doctorants des apprentis, parce qu'ils apprennent pendant tout le doctorat. Tout le doctorat, ils apprennent. Et le biologiste, il apprend de l'informaticien, inversement du physicien et du clinicien, etc. Donc voilà, c'est l'idée globale de l'EUR. Donc je n'ai pas trop de chiffres à vous donner parce qu'on a démarré il y a 3 ans. Donc bon, voilà, on y croit beaucoup. Et je pense qu'on est pas mal parce qu'on a beaucoup de demandes pour faire cette EUR-là. Voilà. Oui, je vais rebondir parce qu'effectivement, dans l'enquête qu'on a menée là, auprès des doctorants et des encadrants, on leur a posé un certain nombre de questions, puis on a croisé les réponses. On a dit comment est composée votre équipe d'encadrement, s'il y en a une. Est-ce que vous avez juste un directeur de thèse ou plusieurs? S'il y en a plusieurs, est-ce qu'ils sont
de secteurs différents, de pays différents, de disciplines différentes, etc. Et on constate qu'il y a énormément de doctorants, je vous dis 2/3, qui ont une équipe d'encadrement, et très souvent avec des caractéristiques de ce type-là, interdisciplinaire, international, intersectoriel. Et donc c'est beaucoup plus, cette pratique-là est beaucoup plus répandue qu'on ne le pense. Et par ailleurs, elle est très favorable. C'est-à-dire qu'on constate que quand on croise ça avec est-ce que les doctorants sont en difficulté, est-ce qu'ils sont voilà, est-ce qu'ils sont satisfaits de leurs encadrants, par exemple, est-ce qu'ils ont une belle expérience du doctorat, est-ce que on pose un certain nombre de questions, des risques psychosociaux, systématiquement, on va voir que quand on va avoir des équipes, ça se passe mieux, c'est toujours plus favorable, et donc c'est un cadre qui est plus favorable au bon déroulement des thèses. Oui, bien sûr. Alors, j'ai oublié un petit détail qui est vraiment pas négligeable, c'est qu'on a un budget pour faire ça. Voilà, les EUR ont eu un budget pour faire ça. Et ça compte, parce que quand notre doctorant est envoyé aux États-Unis ou en Afrique du Sud, etc., il faut pouvoir financer ça. Et l'autre chose qui est très très importante aussi, c'est la sélection en amont des sujets. Voilà, j'allais rebondir, on va parler de sélection maintenant. Comment on fait ? Mais non, mais voilà, allons-y. La sélection en amont des sujets, et pas que du doctorant, évidemment, bien évidemment, pour le fait qu'il soit parmi les meilleurs, bien sûr, mais et qu'il soit intéressé par ce type de choses aussi. Tous ne le sont pas, parce que certains croient qu'encore la biologie, c'est réservé aux biologistes. C'est fini, ça, c'était bien de mon époque, mais c'est fini, c'est terminé. Donc il faut vraiment intégrer cette dimension de pluridisciplinarité, surtout dans notre domaine à nous, biologistes. Et ensuite, on sélectionne bien évidemment les étudiants avec un jury international, et puis avec les différentes composantes, et pas que par des biologistes. Et on sélectionne en amont les sujets. Et on demande à ce que les futurs directeurs de thèse montent cette équipe pédagogique ou équipe d'encadrement qui va accompagner l'étudiant. Alors, c'est pas. Voilà, je vous peins un joli tableau comme ça, c'est pas toujours facile. Ça coince un peu avec toute la partie propriété intellectuelle. On en a un petit peu parlé aussi ce matin, bien évidemment, mais on est de plus en plus, nous autres, habitués maintenant à déposer des brevets, etc. On a des accompagnements, INSERM transfert, CNRS transfert, etc. Donc, ils sont aussi dans la boucle aussi. Il n'y a pas que des chercheurs, il y a tout l'accompagnement académique autour de l'académique, avec notamment, voilà, je pense à INSERM Transfert par exemple, qui nous aide aussi et qui donne les clés pour que le projet puisse aboutir. Merci. Alors, si on continue en fait sur le sujet de la sélection, je vais me tourner vers Christian, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que dans les grandes écoles, ce qui fait faire la reconnaissance, ça va être la sélection à l'entrée. Alors, une sélection, on va avoir dans l'idée où on a un ensemble de candidats soumis aux mêmes épreuves, et puis on va choisir les meilleurs. Donc, on se permet de sélectionner les meilleurs. Et en fait, est-ce que c'est adaptable au doctorat, ou dans quelle mesure on peut faire ce genre de choses ? C'est une vraie question, parce que là aussi, je veux dire, cette sélection avec des concours nationaux qui passent, et une épreuve qui dure pendant un mois entier, enfin des épreuves qui durent pendant un mois entier, c'est quand même assez spécifique. Alors, c'est pas spécifique à la France. On a quelques États dans le monde qui pratiquent la même chose, ne serait-ce que la Chine par exemple ou d'autres, mais c'est quand même un peu particulier. Et je dirais que le monde anglo-saxon n'est pas forcément dans cette logique-là. Donc, c'est probablement pas la seule solution. Hein. Mais c'est vrai que la France est un peu habituée à ça, et que ça permet, de la part des DRH, dans les entreprises, etc., une forte lisibilité des diplômes. On a la liste des écoles A+, A, B, enfin bon, etc., etc. Donc ça, c'est clair, et on comprend comment ça marche. Le problème, effectivement, quand une entreprise va embaucher un docteur, alors soit effectivement le docteur, il vient d'un laboratoire qu'on connaît, encadré par quelqu'un qu'on connaît, et finalement ça devient aussi un critère d'embauche. C'est pas uniquement le docteur lui-même, c'est aussi l'endroit où il a fait sa thèse qui devient un critère d'embauche. Soit on le connaît pas et ça devient plus compliqué. Et puis, il faut se mettre à la place aussi des écoles doctorales et puis des équipes de recherche. Aujourd'hui, les financements, ils arrivent quand ils arrivent. Hein. Et quand on a un financement, on va pas attendre. On a le financement en janvier, on va pas attendre le mois de septembre pour recruter un doctorant. Donc, on regarde ce qu'il y a sur le marché au mois de janvier. Quels sont les candidats potentiels. Et puis, si j'ai un autre financement qui arrive en février, ça sera en février. Et donc, on se retrouve finalement avec on embauche au cas par cas et pas forcément avec, je veux dire, un vivier de doctorants sur lequel on aimerait piocher qui soit un vivier finalement bien structuré. Et ça, c'est un problème. Donc, c'est vrai que si on allait vers quelque chose d'un peu plus synchronisé,
on aurait probablement à y gagner. Et on aurait à y gagner en termes de visibilité du diplôme et du processus finalement de recrutement de ces diplômes. Et je pense que tout le monde y trouverait son compte. Bon, donc ça c'est peut-être une réflexion sur laquelle il faudrait qu'on travaille un tout petit peu, parce que je crois que là on a une question. La deuxième question qui est derrière, c'est qu'on voit bien ce qui se passe dans le monde anglo-saxon. D'abord, il y a une petite différence par rapport à la France, c'est qu'on voit que le diplôme de master, il n'y a pas la religion du master comme on l'a en France, et qu'on rentre en cursus doctoral en général après le bachelor, en gros. Hein. C'est là qu'on décide. Et puis vous vous retrouvez avec un qualifying exam en cours de route, et là, tous ceux qui ne passent pas le qualifying exam, c'est dehors. Donc ça limite déjà, je veux dire, c'est un processus de sélection. C'est vrai que nous, en tant qu'encadrants de doctorants, on a beaucoup de mal à se dire, celui-là, il tient vraiment pas la route. J'ai fait une erreur de recrutement, mais je vais pas le mettre, je vais pas le foutre dehors, quoi. Et donc, on a une tendance quelquefois, on se retrouve avec l'encadrant qui finit par finir la thèse à la place du doctorant, quoi. Et ça, je veux dire, c'est pas une bonne chose pour l'image du doctorat. Donc, il faut qu'on arrive nous-mêmes à nous discipliner un peu et essayer de faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Il faut qu'on apprenne à stopper des thèses. Mais stopper des thèses quand vous avez des contrats doctoraux, quand vous avez des contrats CIFRE, c'est pas si simple au niveau administratif. Hein. Donc je pense que là aussi, on a probablement des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Oui, alors moi je voulais juste ajouter que, en fait, on a toujours une tension entre dire on fait une reconnaissance avec une reconnaissance, ça demande une lisibilité, peut-être une simplification, une harmonisation, mais en même temps, le doctorat, il y a quand même la condition de faire des travaux scientifiques originaux, donc c'est toujours un peu la haute couture versus prêt-à-porter, et donc on ne peut pas faire des choses harmonisées. On doit s'adapter à une diversité de sujets, d'autant plus que dans certaines disciplines, les candidats viennent avec leur sujet ou co-construisent largement leur sujet avec leurs encadrants. Il y a beaucoup plus, je dirais, dans les sciences humaines et sociales, mais on ne peut pas forcément faire des processus. Donc on a quand même posé la question dans l'enquête en disant est-ce que vous êtes favorable à des procédures un peu systématiques de recrutement avec des auditions, c'est-à-dire que c'est ce que préconise d'ailleurs la Charte européenne de la recherche, le guide de conduite pour le recrutement des chercheurs, qui préconise qu'il y ait des auditions. Et effectivement, on a une majorité de doctorants et d'encadrants qui sont plutôt favorables. Et leur argument principal, c'est effectivement parce que ça va avoir un impact sur la reconnaissance. Mais ça ne peut se faire que, je dirais, individuellement. Ça ne peut pas être quelque chose qui est uniforme. C'est clair que c'est plus compliqué que ce qu'on peut faire au niveau du master ou du diplôme d'ingénieur. Ça demande effectivement un peu de réfléchir. Et puis l'autre problème qu'on va avoir, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, on a un problème de vivier, on n'a pas tant de candidats que ça. Donc si on commence à vouloir être un peu plus sélectif, ou avec un vivier qui est restreint, on va aller dans le mur. Donc il faut vraiment qu'on travaille sur le vivier aussi. Alors, peut-être on va demander un peu l'expérience. Hein. Il y a pas mal d'établissements. Alors, nous, Paris Saclay, on a des auditions systématiques. Je crois à Sorbonne, en université aussi, vous avez ça. Enfin, je ne sais pas, je vais te laisser nous expliquer. Mais on a des politiques affirmées pour la sélection d'entrée. Alors, d'abord pour sélectionner les meilleurs candidats, mais aussi les meilleurs sujets, parce que on peut pas, voilà. Mais aussi sur les conditions de déroulement des thèses, qui sont pas du tout un facteur négligeable. Donc, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques éléments ? Oui. Alors, je vais réagir un petit peu sur ce qu'il a dit. Effectivement, les processus de sélection, il faut un peu harmoniser, mais voilà, il y a une limite à l'harmonisation aussi. Le doctorat, je le rappelle, en fait, c'est un endroit où on va prendre des risques. Et ça, c'est quand même super important de bien se le dire. C'est pas quelque chose qu'on va dérisquer en se disant voilà, là, il va finir. Donc, il y a des doctorats et des docteurs qui n'y arriveront pas, qui n'aboutiront pas pour X raisons. Alors, il faut quand même qu'on prenne des risques sans faire tout et n'importe quoi. Derrière, les processus de recrutement qu'on met en place, notamment à Sorbonne Université, permettent effectivement d'analyser le parcours académique, qui est quand même un bon indicateur, mais pas seulement. C'est pas parce que vous avez eu un super bon parcours académique que vous êtes capable de faire une thèse et d'aboutir à cette thèse. Et on voit des gens qui ont eu des masters ou des écoles d'ingénieurs très bien diplômés et qui n'arrivent pas simplement parce que ça demande de la créativité. Et
Et tout le monde n'en est pas pourvu. Voilà, c'est un fait. Et puis, ça demande aussi beaucoup de ténacité, une thèse. Et on en a discuté tout à l'heure, ça a été dit. Il y a des moments donnés, on est obligé de faire machine arrière. Il y a des moments donnés, ça avance pas, on tourne en rond, on se croit qu'on n'y arrivera jamais. Il y a le syndrome de l'imposteur, qui est un syndrome quand même assez connu dessus, sur lequel il faut qu'on arrive à dépasser, à rebondir. Donc ça, c'est aussi important. Et pour finir sur ce point-là, effectivement, on a mis en place dans toutes les universités, puis c'était repris dans les arrêtés depuis 2016, tout ce qui est comité de suivi individuel. Et il faut que tout le monde s'en empare, et que dans ce comité de suivi, on dise là, ça ne va pas si ça ne va pas. Entreprise, puisque vous faites partie normalement des comités de suivi individuel, pour qu'on puisse dire voilà. Et ça permet après de prendre des risques. Ça permet de dire lui, effectivement, il y a quelque chose qui nous intéresse, il faut qu'il y aille, et on lui dit en amont. Alors, on a des processus de sélection qui sont effectivement largement, on distribue à peu près à la Sorbonne Université 358 financements par an dessus, parce qu'on a des instituts initiatives qui viennent du PIA, du plan d'investissement à venir notamment, qui en délivrent un certain nombre. Et on a des comités de sélection où on sélectionne déjà les sujets. Il y a 2 temps. Dans les écoles doctorales aussi, c'est le même principe. Il y a des sujets qui sont déposés et les comités décident des sujets qui vont être effectivement sélectionnés pour pouvoir après appeler des candidats qu'on essaye d'internationaliser au possible. Il y a des outils comme Euraccess qui permettent effectivement d'élargir le panel et pas de se retrouver contraint qu'aux seuls doctorants de nos établissements ou français. Donc on fait des processus. Il y a un processus qui est Human Resources for Researchers, dans lequel on est tous à peu près impliqués dessus, qui nous demande aussi qu'on soit transparent, et ça c'est aussi important pour attirer le vivier. Il faut que les gens comprennent bien comment ils vont être recrutés et sous quels critères. Et effectivement, qu'ils aient l'impression que c'est parce que c'est les meilleurs qui vont être recrutés dans nos universités. Donc ça, c'est majoritairement le processus de sélection. Et après, il y a effectivement des processus de sélection individuels, puisque on a aussi des projets qui arrivent en cours de route. À ENR, on inscrit, nous, jusqu'en avril à peu près, dépendant des projets. Et il faut que là, individuellement, on fasse ce processus de sélection pour qu'on garantisse qu'il y a le contenu académique, donc les bases qui nous permettent d'avancer, cette créativité, cette ténacité. Alors tous ces outils sont intéressants. Il faut faire attention aussi que ces différents financements dont je parle et dont on a parlé juste avant ne soient pas après une sorte de ABC de la thèse. Parce que voilà, on en a parlé dans les écoles, après on en pense qu'on veut, mais des ABC, il ne faudrait pas que parce que j'ai eu un financement d'une ERC, ma thèse ait plus de valeur que si j'ai eu un financement d'une entreprise par exemple. Voilà, la thèse, et c'est très important qu'on garde ensemble ce côté universel du doctorat. Et on l'a redit ce matin, et j'aimais bien ne pas opposer des antagonismes. Il n'y a pas de différentes thèses, il y a cette démarche à laquelle toutes et tous, on forme nos doctorants pour qu'ils deviennent effectivement des gens qui remettent en question les choses, qui savent s'adapter très vite. Et on l'a dit et puis on le redit, on est dans un moment où il va falloir s'adapter très vite derrière. Et quelle que soit la façon dont la thèse a été faite, à partir du moment où le diplôme est là, c'est un bon diplôme. Et puis après, on a des sélections qui sont effectivement... Alors nous, on est plus enclin à ça dans des côtés sciences humaines et sociales, puisque souvent les étudiants construisent leur sujet. Ils arrivent, alors parce qu'en sciences humaines et sociales, il y a quand même le master qui est quand même beaucoup plus recherche que ce qu'on peut avoir en sciences et en médecine. Donc il y a une construction d'un sujet qui découle souvent du travail de pré-recherche qui a été fait en master. Et les doctorants vont chercher leurs encadrants. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on peut avoir dans d'autres disciplines. Et là, il faut qu'on vérifie effectivement que le matching soit bien. Dernière chose... le fait qu'on finance quand même énormément, alors en sciences humaines et sociales on n'est pas encore, on n'est qu'à 60% de financement en sciences humaines et sociales propres, 40% de gens qui se financent et puis certaines qui ne sont pas encore tout à fait financées. En sciences et en médecine, bien évidemment, toutes les thèses sont financées. Ça a aussi obligé les encadrants à se poser plus de questions sur les sélections. Ça a été un moyen de sélection dessus, parce qu'effectivement, on ne veut pas, quand on a un contrat ERC, ANR ou autre, l'arrêter au milieu ou ne pas aboutir. Donc il y a eu aussi un travail ces 10 dernières années qui sont dus aussi au fait que maintenant, il y a énormément de gens, de doctorants et majoritairement, qui sont financés. Merci. Alors, c'est vrai que sur le... On voit bien que la partie sélection, c'est important, bien sûr. Ça, c'est un facteur de reconnaissance, mais...
c'est un peu compliqué à mettre en œuvre au niveau doctorat, et il faut le faire avec prudence. Mais je dirais qu'on a peut-être aussi quelque chose qui néglige aussi un aspect. C'est que dans les formations aujourd'hui, quand on dit on a un défaut de reconnaissance du doctorat, on prend l'exemple, on dit voilà, dans les grandes écoles, qu'est-ce qui se passe puisqu'elles sont très reconnues, et on dit voilà, il y a la sélection. Mais en fait, il y a d'autres facteurs pour lesquels il y a cette reconnaissance. Il y a toute une histoire, bien sûr, des logiques de marque, des choses comme ça. Il y a aussi le fait qu'on ait des liens qui sont assez forts dans ces formations-là entre les milieux socio-économiques, des débouchés des diplômés et la formation. Au niveau du doctorat, on a ça aussi, parce que, alors on a les CIF, mais ça fait une dizaine de pourcents, je crois, 10-15% des doctorants. Donc ça ne couvre pas tout le monde. Puis on voudrait que ça soit général. On a aussi les conseils d'école doctorale, où on va avoir à peu près 20% des membres des conseils qui sont des représentants. Mais ça ne suffit pas, en fait. Et voilà, donc peut-être l'idée, c'est aussi de travailler sur un peu cet aspect-là. Alors, du coup, on arrive au bout de la table ronde. Donc, on peut peut-être conclure. Oui, donc, je vais juste demander à chacun, juste en synthèse, une proposition, si on en a une, peut-être. Donc, on commence par Christian. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses, mais il y a une chose sur laquelle je pense qu'il faut qu'on travaille un peu plus, c'est effectivement l'approche compétence du doctorat. Il faut qu'elle soit plus visible, il faut qu'on sache le structurer et qu'on ait un outil qui nous permette finalement, au niveau de la formation doctorale, de prendre appui sur quelque chose pour essayer de faire progresser cette approche compétence. Comme je l'ai dit, ça a été compliqué pour les écoles d'ingénieurs, ce n'est pas encore totalement généralisé. Je pense que pour le doctorat, si on n'a pas un élément sur lequel on peut se baser, ça va être long. Bertrand. Oui, alors pour revenir un peu sur la formation des encadrants, ce qui est important, c'est de donner moyens aux établissements d'une vraie politique doctorale, notamment sur fixer des règles sur le nombre de doctorants encadrés, sur des salaires minimums, sur des ressources, puisque effectivement c'est quand même un certain nombre d'années dessus, sur peut-être des formations à l'HDR dont j'ai parlé, pour pouvoir effectivement assurer la qualité de formation doctorale et arriver sur des docteurs mieux formés. Philippe. Moi, je reviendrai juste sur l'interconnexion entre l'industriel ou l'industrie en général et l'académique. Et l'exemple que j'ai qui va résumer l'histoire, c'est que j'ai un de mes premiers doctorants qui est maintenant directeur de la division, je ne sais plus trop quoi, chez AstraZeneca à Göteborg. Il passe la moitié de son temps à l'université. Il a une équipe à l'université de Göteborg, l'autre moitié de son temps chez AstraZeneca. Et voilà. Et ça, en France, on ne sait pas faire. Je ne sais pas pourquoi. Là, on parle d'antagonisme. Là, il y est vraiment. Je ne sais pas. On se regarde un peu un chien de faïence. On ne sait pas faire. C'est vraiment dommage. D'autant plus que, en tout cas, dans mon domaine, il n'y a pas que les bourses, les thèses CIFRE qui financent des programmes qui vont vers le privé. On a de nombreux contrats financés par l'ANR ou autres qui impliquent des collaborations avec le privé. Donc il n'y a pas que le système de l'ANRT. Ça existe vraiment, mais on n'arrive pas à travailler vraiment ensemble et à s'associer et à faire en sorte que ces passerelles-là soient fluides. Et donc sur la sélection, pour finir, moi je pense que c'est effectivement intéressant, tout simplement qu'on mette en œuvre les recommandations européennes, de mettre en place des modalités qui soient assez similaires, donc qui sont à la fois sélectives avec ce que ça peut apporter à la reconnaissance, mais qui soient similaires à ce qu'on fait pour les autres chercheurs. Les doctorants sont des jeunes chercheurs, donc les modalités de recrutement devraient être finalement adaptées à ce qu'ils font. Eh bien, on a fini. Merci beaucoup, merci à tous quatre pour votre réflexion très riche et pour ces propositions pour à la fois améliorer la sélectivité et augmenter le vivier. L'un va avec l'autre, on a une spirale d'attractivité et de reconnaissance assez complexe, on l'a vu. On va passer à la partie des questions, donc on en a beaucoup de nouveaux. Je commence par là et puis peut-être qu'on peut en prendre aussi de ce côté. Voilà, madame. Bonjour, Joanne Savy, je suis d'Orange. Moi, je voudrais vous poser une question un petit peu taquine, si j'ose dire. On parle beaucoup de projets de recherche et on ne parle jamais justement de la formation à l'exercice, on va dire, de la gestion de projet pour les doctorants, notamment au moment du doctorat. Et c'est une qualité hyper critique derrière dans l'entreprise. Enfin, même d'ailleurs, ça porte bien son nom, un projet de recherche, mais
Parce que le basique du projet, c'est qualité, coût, délai. Et avoir des deadlines, c'est la capacité de monétisation pour l'entreprise. Avoir un niveau de qualité, c'est une capacité de confiance pour le client et de retour sur investissement aussi, hein, de profitabilité, et ainsi de suite. Donc, je veux dire, il y a quand même des basiques associés à la gestion de projet qui sont utiles à la fois dans son quotidien, dans son métier, et dans les valeurs, dans l'engagement et la projection business ou client que ça représente, qui est fondamentale pour l'entreprise. Donc voilà, je vous le livre de façon un petit peu taquine en pointant le problème sémantique, mais sur le fond, est-ce que c'est un sujet pour globalement la formation des doctorants ? Les doctorants, en tout cas, c'est comme ça que c'est prévu dans la réglementation, ils sont formés par la recherche en laboratoire autour de leur projet de recherche avec un encadrement de haut niveau, etc. Et ils ont des formations collectives. Et dans ces formations collectives, il y a un certain nombre d'objectifs, mais ça en fait totalement partie. Et en général, les écoles doctorales proposent un ensemble de formations qu'ils vont suivre. Donc, ils choisissent. Alors, il faut que ce soit personnalisable. C'est-à-dire que si quelqu'un a fait une formation en management avant de faire sa thèse, on ne va pas lui demander de suivre une formation à la gestion de projet, mais d'autres vont... donc chacun construit un peu son plan individuel de formation, c'est ce que disait Bertrand, et en général on fait ça dans tous les établissements. C'est des plans qui sont personnalisés en fonction des besoins de chacun, et bien sûr qu'on a ces formations-là qui sont proposées. Madame. Bonjour, représentante du collège doctoral de l'Université Grenoble-Alpes. Je voulais revenir sur en fait quelque chose qui, je pense, réglerait, ou en tout cas, ce serait des réponses à l'ensemble, à beaucoup des questions que vous vous êtes posées sur cette table ronde. C'est qu'on arrive véritablement à reconnaître que le doctorant est un chercheur en exercice et pas uniquement un étudiant. C'est dans cette ambiguïté-là qu'on se pose des tas de questions. Donc, si on arrive véritablement à reconnaître ça, on arrive à reconnaître que des modes de recrutement doivent être des modes de recrutement professionnels. On arrive à reconnaître que le doctorant doit être mis dans des situations professionnelles qui lui permettent d'acquérir toutes les connaissances nécessaires au métier de chercheur, pas simplement d'être en relation avec son directeur de thèse, mais participer à des contrats, à la vie de laboratoire, etc. Et donc, on arrive à tout un tas de choses. Et ça suppose, c'est pour ça qu'on est le recrutement professionnel, ça suppose qu'on ait la reconnaissance et les moyens de travailler comme un chercheur aussi dans l'université. Or ça ne peut être fait que si véritablement l'établissement ou la politique qui embauche ces chercheurs a la possibilité de mener une politique de ressources humaines complète et correcte sur ces chercheurs un peu particuliers que sont les doctorants. Or, aujourd'hui, on a manifestement des ambiguïtés, vous le savez tous, dans l'arrêté ministériel qui considère que la politique doctorale d'un établissement peut être menée, mais qui en même temps donne du poids à des écoles doctorales en dessous. Donc, il y a des ambiguïtés assez fortes qui font dire au tribunal administratif que justement gérer des encadrements, des conditions d'encadrement, gérer des conditions de financement, ça n'est pas de la politique doctorale d'un établissement. Donc voilà, je vois qu'il faut qu'on avance véritablement, y compris sur nos textes, pour qu'ils soient un peu plus clairs, et sur des ambitions dans chaque établissement, pour que l'établissement prenne sa responsabilité sous laquelle s'exerce le métier de doctorant dans les établissements. Merci. Je voulais juste réagir. Alors, sur le deuxième point, je suis entièrement d'accord. Sur le premier, je pense qu'il y a une ambivalence quand même. À force de dire, il faut qu'on sache pondérer la partie formation de la partie, et la partie première expérience professionnelle. Si vous dites, et si on dit trop, il a fallu le dire pendant très longtemps parce qu'on avait un problème de précarité des doctorants et il fallait le résoudre. Et le fait que ce soit la première expérience professionnelle, ça résolvait en partie ce sujet-là. En revanche, si vous dites ça trop, je veux dire, moi je me mets à la place d'une entreprise aujourd'hui, pourquoi
pourquoi j'embaucherais pas directement l'ingénieur ou le master dans mon entreprise et je le forme pendant 3 ans, puisque c'est une expérience professionnelle. Et je lui fais faire de la formation continue au sein de mon entreprise, de la formation sur le job, et finalement, j'ai pas besoin de doctorat. Donc, il faut être très prudent. Je pense qu'il faut que, au-delà de l'approche compétence, on décline l'approche compétence sous une grille de formation derrière, ce que font tous les organismes d'accréditation, c'est le lien compétence-formation, et qu'on soit très clair sur les formations. Et elles doivent évoluer. Je veux dire, on voit très bien aujourd'hui que les besoins de formation, on a parlé de la gestion de projet, mais il n'y a pas que ça. Il y a les problèmes d'éthique, il y a les problèmes de responsabilité sociale. Ce sont des choses qu'on ne mettait pas sur le devant de la table il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui deviennent critiques. Et on voit bien qu'au niveau des masters, des formations d'ingénieurs, ça devient critique. On en parle, on le fait. Donc je pense qu'il faut aussi que cette partie formation du diplôme doctorat, elle soit visible. Et vous avez vu, les industriels le veulent, le demandent. Alors, il y a les formations, effectivement, par les écoles doctorales, mais il y a la formation aussi parce qu'on est dans un milieu de recherche avec des échanges scientifiques internationaux qu'on va difficilement retrouver dans une entreprise. Certaines en ont la capacité, mais c'est plus difficile. Et donc là, on a une grosse base aussi de formation parce qu'on est dans un environnement de recherche intensif. C'est pour ça que le doctorant est un apprenti, quelque part. Je peux merci beaucoup pour vos interventions. Mia Ramandea du CNES. Je suis manager au CNES, mais comme j'ai un HDR à l'URC, j'encadre des étudiants. Et mon problème a été très compliqué pour avoir un étudiant qui a fait une thèse entre l'université de Coimbra, l'université de Grenoble et le CNES. Donc, privé, public et européen. Où sommes-nous sur cette coopération à l'échelle européenne ou internationale pour vraiment avoir des doubles diplômes ou pour avoir des étudiants qui sont vraiment préparés à travailler ici ou à travailler ailleurs? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour une telle ouverture? Parce que le processus administratif, en tout cas pour moi, ça a été vraiment galère. Alors, je comprends. Ça. Si je peux intervenir, on est toujours, ça c'est une co-tutelle, enfin bon, c'est vrai que c'est toujours, oui, c'est toujours compliqué et on regrette de ne pas pouvoir le faire. Mais derrière, il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a, dans la formation doctorale, on a une grosse internationalisation, c'est le diplôme où il y a le plus d'étrangers. C'est aussi le diplôme où il y a le plus de coopération internationale, c'est-à-dire que vraiment avec alors des fois des co-tutelles, mais c'est un peu la forme la plus ultime, mais sinon des simples co-directions internationales, des mobilités, on n'a quand même pas ça de la même manière à d'autres niveaux. Et effectivement, on en voudrait plus et on voudrait que ce soit plus facile et que ça aille plus vite. Et ça, je suis d'accord, ça reste compliqué, il faudrait détendre. Oui. Oui, si je peux ajouter 2-3 mots. Alors, effectivement, le cas était compliqué, parce qu'il y a effectivement la co-tutelle avec le Portugal et puis le CNES qui rajoute de la propriété intellectuelle et tout ça. Donc, on sait faire. On a dans les universités, sur la partie propriété intellectuelle, on s'est amélioré beaucoup. Parce qu'il y a 15 ans, ce n'était pas forcément là. On a tous recruté énormément dans les directions de recherche et valorisation. Donc, maintenant, on sait aller assez vite sur les contrats de collaboration. Sur les co-tutelles, il faut voir que c'est des choses qu'on sait assez bien faire. Maintenant, chaque État, le Portugal en plus est un État compliqué, a changé sa formation doctorale il n'y a pas très longtemps et demande maintenant, par exemple, des choses qu'on ne demande pas, des ECTS sur des formations. Donc ça nous complique la vie, nous, puisque en France, pour l'instant, ce n'est pas le cadre dessus. Donc ça complique tout un tas de formations. Alors, il faut voir que, pour le coup, en France, on a quand même beaucoup plus souple, puisque dans l'arrêté doctoral, le chapitre 3 nous permet en fait de déroger un petit peu. On ne va pas déroger à tout, mais nous permet d'être un peu plus souple. Il y a certains États qui le sont moins que nous pour négocier. Donc effectivement, ça prend du temps. Il faut peut-être avoir une négociation aussi à l'échelle européenne, plus insuffler l'Europe pour vraiment avoir quelque chose qui est plus commun. Arriver à faire des accords cadres qui permettraient effectivement, dans le cadre de collaboration européenne, d'être plus souple et plus rapide, et je suis assez d'accord. Alors une fois qu'on a fait une co-tutelle avec une université, qu'on a passé 1 an et demi, 2 ans à faire le dossier, la deuxième est plus simple. Voilà. Et nous, on a des personnels qui sont dédiés à ça et qui savent reprendre des dossiers pour le faire, mais les premières sont souvent compliquées et effectivement, il faudrait peut-être agir au niveau européen, dans les réseaux, que ce soit les réseaux USCDA ou LRU, pour pouvoir arriver à dire aux politiques, il faudrait faire un cadre un peu plus commun pour pouvoir
faire des collaborations plus rapides à mettre en œuvre et moins administratives. Dans le UR, il y en a beaucoup, là, des coopérations internationales. Oui, oui, et puis alors c'est le même problème, ça dépend des pays. L'Angleterre est très compliquée aussi pour faire des co-tutelles. L'Allemagne, moins, non. Enfin, voilà, ça dépend un peu, mais oui, oui, c'est très important. Et c'est surtout pour l'étudiant aussi, parce qu'il a une double diplomation. Il est diplômé des 2 universités. Donc la co-direction, c'est bien, c'est un peu dommage, quoi, quand on peut faire. Mais oui, chaque fois, c'est bien 1 an et demi d'échange. Oui. Oui, bonjour, Laurent Billet, EDF R&D. Si on veut convaincre un jeune qui arrive à Bac+5 et qui se dirige vers le monde de l'entreprise que ça vaut le coup de faire une thèse par rapport à être embauché directement, et si on veut convaincre les RH des métiers applicatifs de cette entreprise que ça ne sera pas un ovni, pour faire référence à une intervention précédente, il faudrait être capable de démontrer que la thèse apporte une vraie plus-value dans le parcours au sein de l'entreprise. Bon, c'est un travail qu'on a essayé de faire à EDF R&D. On a pris 3 années, 2011, 2012, 2013 de recrutement. Donc ça fait des cohortes de 300 personnes où on avait 150 personnes avec Bac+5 et 150 personnes avec Bac+8. Et on s'est rendu compte que la thèse apporter un vrai bonus, aussi bien au sein d'un parcours dans la R&D, mais quand 50% de ces personnes quittaient la R&D pour aller dans les métiers, ce différentiel continue à exister. Et donc ma question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, sous l'égide de la NRT par exemple, ou sous l'égide des écoles doctorales, de faire une enquête avec plus d'entreprises qu'EDF? Oui, ça serait bien, vas-y. Mais ce que vous dites, alors je vais être à mon tour taquin, mais ce que vous dites c'est vrai, mais c'est pas à ce niveau-là qu'il faut le faire. Et si on regarde ce qui se passe dès le lycée, on s'aperçoit que les CPE, quand les gamins vont voir le CPE, le CPE ou la CPE leur dit mais fais une école d'ingé, tu seras sûr d'avoir du boulot. Va surtout pas à l'université. Et c'est un discours qui est récurrent. Donc c'est déjà à ce niveau-là. Et si on a ce genre d'outils derrière pour qui démontrent, parce qu'on n'a pas d'arguments factuel à leur mettre en face. Donc voilà, non, mais vous avez entièrement raison. Et alors, moi je voudrais aussi dire quelque chose qui est sorti de notre enquête, c'est qu'on leur a demandé quel était le plus haut diplôme obtenu par un parent ou un proche qui avait pu avoir une incidence sur leur parcours d'études. Et on est arrivé avec 20% des doctorants qui avaient un parent qui avait eu le doctorat, 54% qui avaient un master ou plus. Master ou doctorat. Donc on est quand même finalement, on est attractif au niveau du doctorat pour des gens qui connaissent déjà le doctorat. Quand on regarde, on leur pose la question pourquoi vous venez en thèse et quand est-ce que vous avez commencé à réfléchir à votre sujet, parce que c'était des questions qu'on avait posées aussi. Ceux qui ont des parents qui avaient le doctorat, peut-être on réfléchit plus tardivement. Mais ceux qui n'ont pas eu cet environnement, donc à peu près la moitié, ont commencé à réfléchir beaucoup plus tôt. Donc il faut parler très tôt de la recherche, leur parler de l'intérêt de la recherche. Et puis l'autre point, c'est que c'est pas la peine de leur parler de ce que va leur apporter tel ou tel diplôme. Il faut leur parler des sujets de recherche qui sont passionnants. C'est pour ça qu'ils viennent. Ils viennent d'abord pour faire de la recherche. Donc bien sûr qu'après, au moment où ils vont dire est-ce que je continue à me prendre mon Bac+5 ou pas, là on peut leur parler de la plus-value du diplôme. Mais à la base, c'est pas comme ça qu'on fait l'attractivité. Ils viennent pour faire de la recherche. Donc c'est comme ça qu'il faut les accrocher. Dernier point peut-être sur la plus-value. Sur l'attractivité, une chose en fait, pour compléter ce que dit Sylvie, il faut arriver à désacraliser un peu. Alors, on s'entend le doctorat, puisqu'effectivement on voit bien dans certains doctorants, c'est une sorte de chef-d'œuvre qui va mener, ils y passent un certain temps, et après ils en font pas grand-chose en fait. Et on a même des doctorants qui viennent très loin, très, très, très vieux, qui commencent leur thèse à 50 ou 55 ans. Alors quand je dis désacraliser, c'est qu'il faut expliquer mieux et rapidement, et je suis d'accord au collège ou en lycée, ce que c'est que la science en fait. Comment on fabrique la science, et dire que c'est au niveau du doctorat que ça se fabrique, que les études en amont
prépare à ça et qu'une fois qu'on est dans le doctorat, on va être vraiment dans la fabrication de la science et de l'attractivité, comme ça, on va être un acteur de ça, pas simplement quelqu'un qui réutilise. Et ça, ce discours-là, il faut l'avoir très tôt. Si on l'a trop tard, effectivement, quand on peut l'avoir avec des parents ou tout un environnement social, ça le permet, mais il y a tout un tas de gens qu'on n'arrive pas à atteindre et à qui il faut qu'on dise « mais toi, tu peux y aller, il n'y a pas de souci ». Et le dernier point, c'est que sur la plus-value du doctorat, il y a un nouveau système là, qui s'appelle InserSup qui va arriver. Et ça va changer complètement la donne puisque ça croisera les données de l'emploi de l'INSEE. Alors uniquement pour ceux qui travaillent en France, hein, pour les docteurs, il nous en manquera un grand bout, mais déjà ça, avec ceux qui ont des diplômes. Et donc on pourra voir vraiment, je veux dire, la réalité des faits en termes de type d'emploi et de rémunération. Je pense que c'est important d'arriver, si on pouvait déjà lancer cette étude assez rapidement, c'est une chose qu'on peut discuter au niveau de la NRT et des collèges et écoles doctorales, parce que là, il y a des choses à regarder. J'avoue que nous, on a fait l'exercice sur les diplômés ingénieurs, voir quelle était la plus-value du doctorat. Parce qu'à un moment ou un autre, on est prescripteur et on se posait la question de savoir est-ce qu'on a intérêt à pousser nos ingénieurs vers le doctorat. Alors, je peux vous dire, on a fait 20 ans de cohorte. Et l'image est beaucoup plus floue pour moi. Au bout de en regardant 20 années de cohorte, je ne sais pas répondre à la question. Donc ça vaut le coup qu'on regarde de plus près, parce que ça veut dire qu'il y a probablement d'autres critères, d'autres phénomènes qu'on n'a pas regardés. Il faut qu'on regarde un peu plus dans les détails. Oui, mais on peut croiser les deux. Oui, non, mais ça on avait fait la différence. Mais après, je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que ça mérite d'être regardé. On aura besoin d'aller plus loin, oui. On aura besoin d'aller plus loin. Une dernière question, et on s'excuse pour les autres qui contribueront à aller plus loin plus tard. Monsieur, et ensuite un petit écho de YouTube. Oui, merci. Frédéric Beck, directeur d'une école doctorale dans le domaine de la biologie, environnement, chimie à l'université de Poitiers. Juste une question ou une interrogation, un point qui me semble n'a pas été évoqué, c'est la durée de la thèse. On veut faire faire beaucoup de choses à un docteur, hein, compétences, bien sûr. Être expert dans un domaine, mais en 3 ans, je fais partie d'une génération où on a passé une thèse où on était le nez dans la paillasse et on n'a pas eu de formation, on n'a pas eu à gérer tout un tas d'autres questions qui sont demandées aujourd'hui aux doctorants. Ça, c'est une question, je pense, est-ce que 3 ans, c'est pas un peu court pour faire une thèse aujourd'hui, hein, voilà. Oui, c'est tout l'intérêt des graduate schools, c'est-à-dire qu'on intègre le master à l'intérieur. Et donc on permet une trajectoire qui n'est pas de 3 ans mais de 5, avec une possibilité de sortie au bout de 2 ans, hein, à la fin du master, pour ceux qui ne veulent pas continuer. Certains ingénieurs, par exemple, s'arrêtent, mais c'est l'intérêt de ces graduate schools qui sont sur le format un peu anglo-saxon, bien évidemment. Après, ça dépend un peu des disciplines. Hein. Les lettres font des thèses en 6, 7, 8 ans. Ça dépend vraiment des disciplines. Pardon. En théorie, ils ne peuvent pas. Non, mais c'est effectivement, en fait, la comparaison avec le passé est intéressante. Quand on a fait nos thèses, je vois les cheveux blancs, donc on doit être à peu près du même âge. Derrière, effectivement, il y a 20 ans, 20-30 ans, les sujets de thèse n'étaient pas forcément bien carrés au départ. On passait du temps, on changeait. Là, effectivement, si on veut faire une thèse en 3 ans, il faut que ça soit préparé en amont, que ce soit dans les graduate schools ou autrement. Hein. Il y a d'autres façons de préparer. Et c'est pour ça que les sujets doivent être aussi sélectionnés pour éviter que les gens s'éparpillent et prennent un sujet où, en fait, de toute façon, il va falloir le changer au bout d'1 an parce que ce n'était pas la bonne piste. Et qu'est-ce qu'on doit faire en 3 ans? Et c'est ça la question. Ce n'est pas forcément quelle est la durée de la thèse, mais si on demande trop, ça ne tient pas. Je pense que 3 ans, c'est peut-être court, trop court, mais Bac plus 8, c'est bien. Donc après, vous en tirez ce que vous voulez comme conclusion, mais regardez ce qui se passe du côté du monde anglo-saxon, vous voyez ce qu'ils ont fait. Autrement dit, on supprime le master et les choses vont bien. Je résume, oui. Oui, et puis j'en profite encore pour donner un résultat de l'enquête. C'était au niveau satisfaction, quand on compare toutes choses étant égales par ailleurs, hein, même conditions de financement et tout ça, la satisfaction se dégrade au cours du temps. C'est qu'on ne peut pas être en permanence sur le même sujet. Évidemment, le sujet peut être passionnant et tout, mais à un moment, ils ont besoin aussi de passer à autre chose. Et on va passer, nous, à YouTube. Mathéo, quelques échos?
Alors peut-être une seule question, parce que je pense qu'on est contraint vers les temps. Il y en avait beaucoup, mais on en prendra juste une. Donc, question de Michael Lallard, qui demande si pour la formation, voire la reconnaissance des compétences acquises, l'utilisation des crédits et CTS au niveau doctoral est-elle une piste pertinente? Quel est votre avis là-dessus? Oui, on a déjà plus ou moins répondu. Après, c'est une façon d'harmoniser, d'homogénéiser au niveau européen, entre autres, l'évaluation de la formation, essentiellement. Parce que nous, on fonctionne encore en heures, 120 heures, etc. Mais les ECTS, au moins, tout le monde doit... C'est comme pour le master, quoi, c'est pareil. Bien sûr. À Paris-Saclay, on a voulu vraiment mettre la formation doctorale en termes de compétences. Et effectivement, on met des points, on ne les a pas appelés ECTS, mais c'est l'idée, avec les mêmes référentiels. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que ça ne peut pas être que pour les formations collectives. En plus, il faut bien faire reconnaître là-dedans que l'activité de recherche en laboratoire, avec toute la vie de chercheur, c'est formateur. Et donc ça aussi, ça rentre dans les ECTS. Donc qu'on puisse valider l'ensemble. Oui, et puis j'insiste souvent sur les sciences humaines et sociales parce qu'il y a des particularités quand même dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de doctorants qui sont salariés par ailleurs. Donc il ne faut pas non plus qu'on arrive sur des contraintes trop fortes parce que là, la durée de la thèse, elle va exploser. Donc il faut aussi qu'on prenne tout ça en compte. Et essayer de mettre un cadre, pourquoi pas. Mais il faut bien qu'on réfléchisse à ce cadre-là pour ne pas générer après des situations qu'on ne veut pas au départ. Merci beaucoup, merci à tous quatre, Madame la Présidente, messieurs.